Bonjour à tous. On est Bonjour à live, je tous. pense. Bonjour. Donc, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour nous accompagner sur ce sujet. Euh, donc, le thème du jour, l'optimisation des dépenses médias et comment est-ce qu'on peut être plus efficace, plus efficient dans la gestion de ce beau sujet, de ce gros sujet. C'est un des sujets, un des fondamentaux du marketing digital. À côté de moi, Stéphane Gendrel, qui est le fondateur Bonjour. d'Adloop. Tout à fait. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous le savez peut-être, Commander's Act a fait l'acquisition d'Adloop et donc on travaille main dans la main maintenant avec les équipes historiques d'Adloop, Stéphane et puis l'ensemble de ses équipes, autour de ce sujet. Alors, de l'optimisation média, de l'attribution, de la contribution, de toute cette thématique-là. Aujourd'hui, on va Marketing passer, Analytics. et marketing analytics. On va passer aujourd'hui une petite heure ensemble. On a prévu un déroulé pour vous partager notre vision du sujet et je dirais à la fois les problèmes, les bloqueurs qu'on trouve sur le marché et puis les solutions qui existent. Et je vous propose de démarrer tout de suite. Alors, très simplement, ça sera le seul mot corporate du webinaire. Un petit mot sur notre mission, la mission de Commander's Act et puis de Commander's Act augmenté d'Adloop désormais. On a une mission principale qui est de vous aider à travailler avec la donnée, qui est un challenge relativement important dans le monde du digital et de l'analytics. Et puis trois dimensions clés. Une dimension, vous le savez, c'est de plus en plus compliqué d'accéder à de la donnée aujourd'hui. Le marché a bien changé, notamment pour ceux qui l'ont connu il y a 10 ans, il y a 20 ans. Voilà, donc cet enjeu de réussir à capter les signaux clients, collecter et échanger de la donnée entre nous dans un contexte réglementaire qui a aussi beaucoup bougé, c'est un premier enjeu. L'activation des données, parce qu'avoir des données, mais les stocker entre guillemets de façon passive, ça ne produira pas de valeur. Donc on a un deuxième enjeu qui est l'activation, c'est-à-dire nourrir vos campagnes marketing avec de la donnée pour faire des campagnes plus performantes. Et puis bien sûr, le troisième axe, et c'est le thème du jour, améliorer la perf de vos campagnes et la perf de vos investissements médias. Ça sera le thème qu'on va dérouler avec Stéphane aujourd'hui. Voilà. Je vous propose de démarrer tout de suite avec un premier tableau qui est tout simplement le contexte de cette réflexion, même de ce thème de webinaire. On est dans une situation assez, je dirais, inédite par rapport à l'histoire du web. Vous le voyez en haut à gauche, le web, c'était ce fameux endroit où tout était mesurable. C'était cet endroit où tout était mesurable, où je dirais cette mesure parfaite, exhaustive, extrêmement fine, précise, détaillée, faisait rêver toutes les personnes qui travaillaient dans le monde des études et des recherches marketing, tous les publicitaires. Enfin voilà, c'était vraiment ça a été vraiment la promesse de base de cette ouverture du marketing digital. Depuis, beaucoup de choses sont survenues sur le marché. On a d'abord vu la naissance des ad bloqueurs qui sont intervenus pour justement redonner un petit peu de pouvoir à l'utilisateur et lutter un petit peu contre la pression marketing, pression publicitaire. On a eu bien sûr l'essor des walled gardens, qu'on considère que ce soit Meta, Google, Amazon, Microsoft, etc. Enfin voilà, tout cet univers-là, c'était des univers qui se sont progressivement fermés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une époque où il était possible d'avoir un pixel de tracking sur ces environnements-là. Et puis progressivement, ça a été de plus en plus contrôlé, puis interdit, et désormais, il n'est plus possible d'aller mesurer sur ces périmètres-là. Troisième dimension, le thème de la privacy, qui est apparu, alors poussé par la réglementation, mais avec des navigateurs qui ont même joué la carte de venir défendre l'utilisateur contre le marketing et la publicité, et donc des navigateurs qui sont parfois allés au-delà de ce qu'imposait simplement la réglementation, en commençant à lutter un petit peu contre les dispositifs de tracking, et puis bien sûr le GDPR qui a clôturé l'ensemble de cette séquence avec une réglementation impliquant le recueil du consentement et obligeant les marques et les équipes digitales à prendre un petit peu conscience des enjeux associés à la donnée. Donc on est parti d'un univers où tout est mesurable. On a eu une série, et c'est pas exhaustif bien sûr, on a eu une série de phénomènes en tout cas qui ont changé notre façon de travailler et le regard qu'on peut porter sur notre métier. Et donc la grande question qu'on se pose avec Stéphane, c'est est-ce qu'on peut encore être data-driven? On se posait cette question avec nos clients aussi, mais est-ce qu'on peut encore être data-driven aujourd'hui dans le pilotage de ces campagnes et comment s'y prendre? Voilà. Donc ça c'est le
le premier point qui est important, accéder à la donnée, c'est devenu de plus en plus difficile pour nous tous. Et pourtant, accéder à de la donnée ou utiliser de la donnée pour prendre des décisions, c'est bien un enjeu et on a bien besoin de travailler cette dimension-là. Alors, la première raison pour laquelle on a besoin de le travailler, c'est que les montants investis en publicité digitale sont considérables. On parle de 9 milliards en France, on parle de 900 milliards à l'échelle du monde. En moyenne, selon la position que vous avez en termes de maturité digitale, on tourne autour de 10% du chiffre d'affaires online qui est investi en publicité digitale. Donc, on joue pas sur la marge, on joue pas sur ce qui est après la virgule. On a vraiment un enjeu important. Et dans le contexte particulier économique du moment, la grande question, c'est est-ce qu'une marque peut se permettre, voilà, de gaspiller, si ce n'est la totalité, bien sûr, puisque c'est quand même heureusement rarement le cas, mais est-ce qu'on peut se permettre de gaspiller une partie de ce budget-là qui représente des sommes importantes? C'est d'autant plus vrai que l'environnement économique n'est pas tout à fait simple. Je pense que on le sait tous en discutant les uns avec les autres. Les budgets sont un petit peu sous pression. Il y a eu un ralentissement de la croissance en Europe, dans des pays phares comme l'Allemagne. La France, on s'en sort pas trop mal, mais on est quand même sous pression et certains secteurs, certains verticaux souffrent davantage que d'autres. Les CFO ont commencé à passer quelques consignes de rationalisation à l'ensemble de leurs équipes. Et puis évidemment, comment dire, rationaliser les coûts. Alors bien sûr, s'il y a une énorme poche avec un énorme montant, c'est facile à couper, mais généralement, ce type de travail, quand un marché se met sous pression, c'est un effort collectif. Il faut aller chercher des sources d'optimisation faciles, rapides, efficaces, peu coûteuses, un petit peu partout. Et la publicité digitale peut être l'objet de ce regard-là. Rien de plus compliqué pour un CFO que de comprendre pourquoi il doit investir autant en campagne dans un univers où il est compliqué pour lui de comprendre comment ça fonctionne, et c'est un thème qui est effectivement compliqué à expliquer également. Et puis, dernier sujet, on a donc des organisations qui sont en recherche de performance. Alors, on va vers un pilotage de plus en plus fin, en tout cas on essaye, on a des marchés qui sont un peu au ralenti, on a des marchés dont la dynamique se concentre énormément autour de temps forts, parce que le consommateur attend les bonnes occasions, les bonnes opportunités, les bons prix. Donc autant on a eu un petit peu des périodes calmes depuis le début de l'année, autant les soldes, le Black Friday qui va arriver, la campagne de Noël, pour au contraire concentrer énormément d'activités. Donc il va y avoir des enjeux de plus en plus forts concentrés sur des périodes de plus en plus courtes. Et soutenir ces ventes, ça devient maintenant aussi la priorité de la plupart des équipes digitales avec lesquelles on échange. Et puis Stéphane, je te passe la main sur ce slide qui vient rappeler le défi de l'optimisation média. Oui, alors c'est bon, c'est des citations en tout cas pour celle de John Wanamaker, qui est un peu notre arrière-grand-père à tous, les marketeurs, voilà, qui disait qu'il ne savait pas où il perdait 50% de son budget publicitaire déjà au 19e siècle. Alors la question c'est qu'en est-il aujourd'hui, puisque comme tu l'as rappelé, Michael, sur le web tout est censé être mesurable, et on a, alors qui est un peu aussi un leader d'opinion dans notre communauté de marketeurs, c'est Mark Pritchard, donc le Chief Brand Officer de Procter & Gamble, qui est probablement un des plus gros annonceurs mondiaux, qui faisait ce constat il y a quelques années là, et qu'il a répété récemment lors de conférences, que il pensait lui que 60% des investissements en marketing digital au global étaient gaspillés. Hein, ce sont ces mots qui sont assez forts. Voilà, donc bon, est-ce que c'est 50, est-ce que c'est 60, est-ce que c'est 30, est-ce que c'est 20? Évidemment, déjà, c'est impossible de le savoir et impossible de faire une statistique globale. Et puis, ça dépend probablement des objectifs qu'on s'est assignés, ça dépend des marques, ça dépend des business models et ainsi de suite. En tout cas, il y a quand même une certitude, c'est qu'on peut mieux faire. Voilà, aujourd'hui, l'organisation du marketing digital tel qu'il est, la chaîne de valeur avec les plateformes, un certain nombre d'acteurs comme les agences médias ou des plateformes de gestion et les annonceurs d'un côté, font qu'il y a une forme de complexité. Et quand il y a de la complexité, il y a évidemment des sources de fuite. Hein, c'est un peu consubstantiel. Voilà, nous, ce qu'on a vu chez AdLoop, en mettant en œuvre, on va dire ce qu'on appelle le cycle d'optimisation continue du marketing digital, c'est qu'on pouvait faire mieux rapidement et
plutôt relativement facilement. Voilà. Si on doit donner des chiffres qui sont un peu ronds, histoire qu'ils soient facilement mémorisés, c'est-à-dire que on arrive facilement à identifier 20% du budget média, hein, ce qui représente quand même des sommes assez considérables au final, qui est alors bon gaspillé pour reprendre le mot de Mark Pritchard, même si c'est probablement trop fort, mais qui est en tout cas investi dans des campagnes ou des publicités qui sont sous-performantes au regard des objectifs visés, et que si on arrive à prendre une partie de cet argent qui est on va dire mal investi et qu'on le remet sur des pubs performantes, on peut retrouver relativement facilement 5% d'uplift de vente. Voilà, et donc au bout du compte, si on arrive à faire ça en continu, ça fait quand même un effet assez considérable sur la rentabilité du budget média. Voilà. Exactement. Et au lieu d'avoir 100% du budget qui ont généré 100% des ventes, on peut avoir 80% du budget qui génère 105% des ventes. Donc on est sur quelque chose d'assez impactant. Voilà, sur cette première partie de présentation vraiment du contexte, du défi, des challenges et de l'enjeu, entre guillemets, pour tous, voilà ce qu'on voulait vous partager avec ce dernier retour de Stéphane sur son expérience autour des collaborations qu'Adloop a pu mener avec certains annonceurs. Alors, quels sont les freins? Parce que finalement, si on se dit qu'on a besoin de données, qu'être efficient, efficace, performance, c'est évidemment quelque chose d'important, et que par ailleurs, on considère que ce sujet de John Wanamaker n'est toujours pas résolu plus de 200 ans après, où est-ce que ça bloque? Stéphane a évoqué quelques-unes des idées, on va revenir dessus, mais voilà, quels sont les éléments qui vous empêchent d'avancer dans la bonne direction et qui nous empêchent collectivement d'avancer dans la bonne direction? Alors, dans les freins, c'est des idées qui viennent du quotidien des équipes avec lesquelles on discute. Il y a quand même un sujet qui est complexe dans le marketing digital. Tout est mesurable, mais alors, vous êtes face à une belle avalanche de données. Et donc, gérer cette complexité, cette quantité de données, c'est un premier sujet qui est compliqué. Et puis, vous avez en plus des données qui sont divergentes. On en parlera juste après, mais prenez deux outils qui sont censés mesurer la même chose, et vous aurez, parce qu'ils ne mesurent pas exactement de la même façon les choses, parce que par nature ils sont différents, vous aurez des données qui sont légèrement différentes. Si la différence était constante, vous seriez rassuré. Parfois elle est divergente, et là c'est plus compliqué. Vous avez aussi des données incomplètes, puisqu'avec l'introduction des walled gardens, maintenant vous avez des choses que vous pouvez mesurer et des choses que vous ne pouvez pas mesurer. Et puis selon les dispositifs de tracking que vous avez mis en place sur votre site, par exemple si vous êtes en tracking third party ou first party, des choses de cet ordre-là, vous pouvez avoir des trous dans la raquette et un certain nombre de données auxquelles vous ne pouvez plus accéder avec le même niveau de fiabilité que ce que vous aviez il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc les comparatifs deviennent compliqués. Savoir si on est plus performant qu'avant le Covid ou après, c'est compliqué parce qu'il y a eu 3 ans de changement dans le monde de la donnée. Donc c'est une première série, je dirais, d'éléments. La deuxième grande famille, c'est la méconnaissance des plateformes. C'est-à-dire que, comme le disait Stéphane, gaspiller, c'est sans doute un mot trop fort, mais en tout cas, les dispositifs publicitaires qui vous sont proposés sont tellement riches, tellement sophistiqués, tellement complexes, que bien les comprendre, c'est un prérequis pour essayer d'avancer. Et c'est pas forcément simple de bien comprendre les spécificités de chaque plateforme. On reviendra dessus juste après avec Stéphane. Autre élément, nous baignons tous dedans depuis longtemps. Vous savez que notre monde est fait d'acronymes, il est fait de jargon, il est fait de mots techniques. Et d'une certaine façon, on est tombé avec cette envie d'optimiser le budget média et la performance publicitaire très rapidement dans des modèles d'attribution mathématique qui sont venus compliquer la donne. Donc ça, c'est un autre point qui est un frein, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le marché a créé une équation qui est, si vous voulez améliorer, il faut que ce soit compliqué. Et on pense avec Stéphane que cette équation peut avoir du sens dans un certain nombre l'économétrie, la modélisation, c'est des choses qui peuvent avoir du sens à certains niveaux. Mais en tout cas, dans l'optimisation tactique des campagnes, on pense que là, on peut avoir des modèles, des approches qui sont simples et qui pour autant délivrent de la valeur, et donc qui vous rendent un petit peu plus en ownership de la technologie, du raisonnement, etc. Et puis, dernier point, c'est le manque de bande passante, parce que de toute façon, depuis que vous êtes dans le digital, vous avez dû le voir, on a chaque année des nouveaux sujets, chaque année, chaque plateforme développe son offre, chaque année, vous avez des nouveaux thèmes à couvrir, et les équipes marketing digital sont relativement courtes.
Donc c'est vrai que ça vous place en face d'une certaine complexité, et même si l'envie d'optimiser est là, il y a quand même des points qui sont un peu gênants. Alors on résume ça avec Stéphane en se disant qu'il y a 3 sujets, si on doit les regrouper. On pense que le marché manque d'une méthodologie d'optimisation. Alors il y a plein de méthodos, hein, et il y a des équipes qui ont évidemment trouvé leur propre façon de travailler, mais de façon générale, pour le gros du marché, il y a un enjeu sur la méthodologie. Comment je m'y prends pour optimiser? Le deuxième enjeu, c'est que un modèle d'attribution qui fait vraiment sens, qui est simple à comprendre, ça devrait quand même être la norme sur notre marché. Sinon, on a du mal à fédérer, à faire converger les raisonnements et les prises de décision. Et puis, quand on veut gagner du temps dans notre environnement, il est souvent question de technologie pour automatiser des tâches, pour livrer des documents prêts à être analysés. Et donc, il y a une dimension technologique qui est aussi là. Alors aujourd'hui, deuxième grande dimension, c'est qu'aujourd'hui, finalement, pour prendre une décision, vous vous appuyez sur la donnée. Alors, sur quelles données vous pouvez vous appuyer? Quelles sont les différentes configurations qu'on rencontre sur le marché? Alors, la première qu'on rencontre, c'est une équipe, c'est la configuration 1, c'est une équipe qui s'appuie essentiellement sur les données des plateformes publicitaires. Et donc, la question qui se pose, enfin, le problème qui est posé par ça, c'est que, évidemment, chaque plateforme ne voit que ce qu'elle a fait pour vous. Elle ne voit pas ce que les autres ont fait. Et donc, on retrouve ce thème de l'attribution que le marché a développé sur les 10 dernières années, qui est comment est-ce que je prends en compte les interactions entre mes campagnes, les interactions entre les plateformes, et le fait que mon acheteur, au final, quand il converti sur mon site, n'a pas été exposé à une seule plateforme, mais bien sûr à plein de plateformes différentes, plein de campagnes différentes, dans un ordre. Donc voilà, comment on prend en compte cette réalité. Et donc la question qui se pose quand vous vous appuyez uniquement sur les données des plateformes publicitaires, c'est est-ce que votre définition de la performance, c'est bien celle qui est appliquée dans la plateforme publicitaire dont vous utilisez les données? Et c'est une première source de divergence. La deuxième grande configuration qu'on rencontre, c'est vous avez bien sûr accès aux données des plateformes parce que vous investissez sur ces plateformes, donc vous avez besoin de retour, il y a des choses que vous ne pouvez pas mesurer par vous-même. Et puis, comme vous êtes quand même un petit peu conscient que la mesure des plateformes, c'est une chose, mais que vous voulez avoir votre propre mesure, vous investissez sur un outil de Web Analytics et vous essayez de naviguer, je dirais, entre les visions qui vous sont proposées, la vision la plateforme, la vision côté on-site, hein, en réception, grâce à votre solution de Web Analytics. Et finalement, ce qu'on observe quand on discute avec des équipes qui sont dans ces configurations-là, je force évidemment un petit peu le trait, ne m'en voulez pas, mais c'est que de temps en temps, on a l'impression que tout le monde passe plus de temps à comprendre les écarts qu'à vraiment décider en confiance et à optimiser. Pour vous parler de l'expérience de Commanders Act et des équipes au support client, des équipes consulting, le sujet que nous détestons et que tout le marché déteste, vous comme les offreurs de technologie, c'est cette logique de réduction d'écart. Alors elle est parfois fondée parce qu'il peut y avoir un bug, mais elle est souvent aussi à l'origine de beaucoup d'heures passées sans production de valeur. Donc la deuxième question, enfin dans cette configuration, la grande question c'est où est la vérité? Et finalement, si je dois prendre une décision, je m'appuie sur quoi? Sur les données des plateformes, puisque c'est chez elles que j'investis, ou sur les données mon Web Analytics parce que c'est ma mesure propriétaire, entre guillemets, et c'est là que je sais s'il y a de la valeur qui a été créée ou pas. Et puis la troisième configuration, c'est des données qui sont issues de modèles mathématiques, alors qui viennent souvent, hein, bien sûr, en complément d'autres dimensions, mais vous avez entendu parler de ces expressions-là ou de ces modèles-là, les chaînes de Markov, les modèles de Shapley, les régressions linéaires si on part en économétrie, mais d'une certaine façon, on a aussi l'impression que de temps en temps, trop de complexité tue un petit peu le business. Finalement, en tant que conneur d'un site web ou d'un site mobile, d'une application web, de toute façon, vous savez ce que vous attendez d'un visiteur. Vous savez où il doit aller et ce qui a du sens pour vous. Et donc, on a retrouvé beaucoup d'équipes qui étaient intéressées par cette dimension un peu sophistiquée d'ingénierie mathématique et statistique. Mais la question, c'est qu'en fait, un modèle d'attribution, ça doit fédérer quand même le regard de tout le monde. Et si vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi vous avez choisi les chaînes de Markov ou le modèle de Shapley ou telle autre approche, et le justifier à votre patron, à un CEO, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'est pas forcément dans la cuisine digitale comme vous l'êtes, on se retrouve avec des sujets qui n'avancent pas non plus. Voilà, donc c'est les 3 grandes configurations, c'est évidemment schématique, mais les 3 grandes configurations qu'on rencontre fréquemment et qui participent, qui sont un frein de plus, je dirais, par rapport à ça. Alors Stéphane, je te laisse peut-être rentrer dans la connaissance des plateformes et leur façon de fonctionner, qui est un des freins, la méconnaissance de ces règles, entre guillemets, est un des freins également.
Stéphane? Ah oui, pardon, excusez-moi, j'étais en mute. Oui, donc non, ce que je disais, c'est que, enfin, c'est d'autant plus important de savoir un peu comment ça se passe à l'intérieur des plateformes que depuis quelques années, on va dire depuis 2018-2019 et renforcé depuis, est apparu tout ce qu'on appelle les stratégies automatisées ou l'optimisation par IA, très actif chez Google, très actif chez Meta et dans les autres plateformes, qui en quelque sorte vont prendre le pas sur la gestion humaine des campagnes telles qu'elle avait cours depuis le début du marketing digital. Or, ces stratégies automatisées, alors qui ont évidemment des avantages et notamment le fait de faire gagner du temps à toute la chaîne de valeur du marketing digital, elles s'exécutent en fait sur la base des indicateurs qui sont calculés par les plateformes. C'est-à-dire que il y a des données d'impression, de clics, de conversion, de revenus et autres qui sont générés par les plateformes, et les algorithmes d'optimisation interne aux plateformes vont regarder ces données-là de manière à se dire est-ce que j'augmente les enchères, est-ce que je baisse les enchères, est-ce que je mets ça en avant ou ça en avant. Voilà. Donc évidemment, si ces KPI, donc l'efficacité des stratégies automatisées dépend vraiment de la pertinence de ces KPI. Et du coup, quand on ouvre un peu le capot, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de questionnements dans la manière dont les indicateurs sont calculés. Et du coup, comme il y a des questionnements, il y a peut-être un manque de pertinence sur l'exécution même des stratégies automatisées. Donc, pour entrer un petit peu dans le détail, alors on a pris 3 canaux qui sont assez représentatifs des montants des investissements aujourd'hui, donc Google dans le search, donc que ce soit les mots-clés ou tout ce qui est shopping, Meta et TikTok, qui fonctionne peu ou prou comme Meta. Voilà. Alors tout ce qui est dans tout ce qui est de type display, le post-view est très important. Donc chez Meta et TikTok, les conversions post-view représentent souvent une part non négligeable, voire prépondérante des conversions qui sont remontées. Et il faut savoir que dans ces plateformes, le post-view, l'attribution post-view se déclenche à partir du moment où il y a une impression. On retombe sur cette problématique qu'il y avait eu il y a quelques années dans le display, de l'impression visible ou non. Et donc à partir du moment où l'impression est déclenchée et où l'utilisateur qui était sur le fil Meta ou TikTok, enfin le fil par exemple Insta ou TikTok, au moment où l'impression a été déclenchée, va faire un achat sur le site de l'annonceur, il y a une réconciliation, ce qu'on appelle user-centric, c'est-à-dire par les données, le numéro de téléphone, l'adresse email ou des choses comme ça, et la conversion va être comptée et attribuée au post-view. Donc on peut très bien être dans ce cas-là, notamment parce que toutes les pubs sont préloadées dans le fil, c'est-à-dire que si vous pouvez être en train de parcourir votre fil et une pub se charge hors de la zone visible, voilà, donc vous ne la voyez jamais, et pourtant le post-view peut être attribué à cette pub si jamais vous achetez dans une fenêtre d'attribution de 1 jour pour Meta et de 1 à 7 jours pour TikTok. Donc on peut être, et notamment quand il y a des campagnes de retargeting, avec quand même un poids de la conversion post-view qui devient important, alors qu'il y a une incertitude sur l'effet réel et si l'utilisateur a effectivement vu la pub et a pu être influencé par celle-ci. Voilà. Après, pour la conversion post-clic, donc là, Google revient un petit peu dans la course. Il faut savoir que le clic est compté et attaché à un utilisateur à partir du moment où l'utilisateur a cliqué dans la plateforme. Donc c'est ce qu'on appelle le clic sortant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si le clic est arrivé sur le site de l'annonceur. Voilà, et la fenêtre d'attribution pour les clics plateforme pour Google, c'est par défaut 6 mois. Alors on peut la régler, mais peu de gens la règlent. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez avoir très bien un clic
à partir du moment où vous achetez dans les 6 mois, un clic que vous avez fait à un moment donné, qui éventuellement n'est jamais arrivé sur le site de l'annonceur et qui pourtant déclenche une conversion. Voilà, donc ça c'est quand même un questionnement sur cet aspect, on va dire, très positif dans la plateforme que peut mesurer Google. Pour Meta et TikTok, ça fonctionne un peu de la même façon. C'est-à-dire que les clics, ce qui est compté comme clic par la plateforme et qui est donc pris en compte dans les conversions post-clic données par la plateforme, c'est non seulement les clics sortants, hein, c'est-à-dire le clic qu'on fait pour aller vers le site de l'annonceur, qui sont des swipes dans le cas de TikTok, mais aussi toutes les autres interactions qu'on peut faire dans la plateforme. C'est un like sur une pub, un share, un commentaire, le fait de s'arrêter 3 secondes sur une pub, le fait de regarder une vidéo pendant plus de 3 secondes. Voilà. Donc tout un tas d'interactions plateforme sont considérées comme des clics et sont pris en compte pour la conversion post-clic. Voilà, donc en fait, la notion de clic telle qu'elle est remontée par la plateforme est très très extensive et du coup va encore créer un phénomène, on va dire, d'accumulation qui va, en quelque sorte, la mesure des plateformes, et c'est ce qu'on veut dire par ce slide, est quand même très très large et va donc prendre en compte énormément d'occasions de compter une conversion. Et du coup, on ne dit pas que tout n'a pas d'influence, mais en tout cas, compter à chaque fois qu'on a un de ces touchpoints là une conversion à part entière, et ben ça donne une vision assez on va dire inclusive de la réalité. Et pour ça, j'ai un petit exemple, une illustration, si tu veux bien passer au slide suivant, Michael. Tu dois le voir. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc là, en fait, c'est une chaîne de conversion telle que traquée par Adloop. Hein, on viendra sur la plateforme après, et on voit que c'est donc une chaîne composée alors d'un clic arrivé Google Ads et d'un certain nombre d'accès SEO par la suite. Voilà. Et en fait, on voit ici que le Google Ads, qui est donc le premier touchpoint de cette chaîne de conversion, qui a donc rapporté 158 € à l'annonceur, est un rebond. C'est-à-dire que l'utilisateur est arrivé et il est reparti immédiatement, ce qui, dans la manière de faire d'Adloop, va générer une contribution extrêmement faible. On voit que c'est 1% dans le cas ici. Sauf que dans le cas de Google, évidemment, ces 158 € et le fait d'avoir fait cette conversion vont être comptés dans les rapports Google Ads. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une attribution à 158 € dans le rapport que vous recevez de votre plateforme Google, alors qu'il y a juste eu un rebond et pas plus par Google Ads. Et du coup, les algorithmes, les stratégies automatisées et les algorithmes d'optimisation basés sur l'IA, évidemment, vont prendre en compte ces 158 € parmi évidemment tous les autres revenus générés par Google pour régler leurs enchères. Donc, si vous voulez, on est vraiment là dans une illustration assez claire de ce qu'on expliquait précédemment, que il faut faire attention, et bien comprendre ce que mesurent les plateformes et comment elles optimisent. Oui, et ce que disait Stéphane, c'est super important, c'est-à-dire qu'effectivement, toutes les stratégies d'intelligence artificielle, d'automatisation, où vous n'avez plus à réfléchir, etc., dont on parle sur le marché, qui nous font rêver par certains aspects, sont calées sur ces 158 € que Stéphane montre ici, et non pas sur les 1,35. Donc forcément, si par définition la manière de compter la perf n'est pas alignée avec votre façon de compter la performance, ces outils vont pousser dans un sens qui ne va pas dans le sens de vos intérêts. Donc c'est l'enjeu, effectivement. Pas d'autres commentaires, Stéphane, sur ce slide? Non, ça me paraît bien. On aura l'occasion de revenir après. Très bien. Et donc voilà. Alors, quelle solution? On a parlé des enjeux et on a insisté sur le fait que ce serait pas mal d'arriver à faire mieux. On a identifié un petit peu les freins et les éléments qui posent problème aujourd'hui dans la manière dont les équipes travaillent. Quelle solution on a en tête? Alors,
La première solution, il y a beaucoup de choses à l'écran. Je vais vous guider. On va démarrer par la gauche. À gauche, vous retrouvez les grandes plateformes publicitaires que vous connaissez tous et avec lesquelles vous travaillez. Et puis ensuite, au milieu de la page, vous avez des séquences de visites. La première visite, c'est une visite avec rebond. On a vu là-haut, mais on est parti. La deuxième, c'est une visite avec 2 pages du catalogue produit qui ont été vues. La troisième, c'est un visiteur qui est allé un petit peu plus loin. Il a regardé des produits, il a mis en panier et il a commencé un tunnel de conversion, mais il n'est pas allé au bout. Et puis la quatrième, c'est une visite qui a converti. Euh, la philosophie d'Adloop dans la manière dont Adloop analyse la contribution d'une campagne à la performance d'un site, c'est de prendre en compte cette dimension d'engagement. Dans un univers où vous ne pouvez pas forcément contrôler et mesurer par vous-même la donnée, parce que notamment vous communiquez sur des walled gardens et qu'il n'est pas possible d'aller traquer sur ces espaces-là, vous êtes obligé d'accepter les données telles qu'on vous les partage. Donc vous allez par API récupérer ces données, vous allez vous connecter à vos reports, etc. Et vous allez commencer à essayer de vous faire un avis sur la performance des campagnes que vous avez lancées. Donc peu importe, la position de la loupe est simple, c'est peu importe que la plateforme vous dise qu'elle vous a apporté 3 millions de views ou 500 000 clics, etc., etc., etc. Ce qui compte, c'est le comportement de navigation que vous allez obtenir suite à ces clics sortants. Donc plus une visite sur le site va être engagée, plus la source, la campagne, va avoir un crédit important, une contribution importante. C'est l'exemple que prenait Stéphane tout à l'heure en comparant le AdWords qui avait fait une visite rebond versus d'autres sources. Donc c'est le principe de base du modèle d'attribution d'Adloop, c'est se concentrer sur ce qui crée la valeur pour l'annonceur. Ce qui crée la valeur pour l'annonceur, c'est une visite engagée, une visite profonde, une visite qui témoigne d'un intérêt légitime, véridique, mesuré, contrôlable, et que si vous appliquez ce regard-là, indépendamment de toute considération mathématique et économétrique, vous avez quelque chose qui, de toute façon, fait déjà beaucoup plus sens. Ça fait sens dans une réunion avec des collègues de votre équipe, ça fait sens dans une réunion avec des gens qui sont plus loin du marketing digital, un directeur financier, un directeur général. Mais on se reconnecte, on reconnecte finalement le monde des campagnes à l'enjeu client. Et ça nous semble être un axe relativement intéressant. Alors pour un site e-commerce, qu'est-ce que ce sera? Ce sera une profondeur de visite, ce sera des interactions avec des pages produits, il y a des exemples à l'écran. Sur le site travel, ce sera le temps passé à découvrir des offres, la recherche d'éventuellement de disponibilité, qui sera le signe d'un plus grand engagement, donc d'un trafic apporté de meilleure qualité. Sur un site d'assurance, ça pourrait être la lecture de contenu pédagogique sur les considérations sur les différentes réalités du monde de l'assurance. Et puis, ça peut être la simulation de prix. Enfin, voilà. En tout cas, sur chacun de vos sites Internet, vous avez normalement une connaissance parfaite de ce qui a de la valeur pour vous, des comportements qui ont de la valeur pour vous. Et ces comportements, vous les travaillez souvent lorsque vous installez votre solution de Web Analytics, vous définissez ce que sont les éléments de conversion, les micro-conversions, etc. Donc l'idée est de relier aussi cet univers de l'analytics avec l'univers média pour arriver à faire une chaîne de valeur que vous contrôlez. Et finalement, puisque vous ne pouvez plus mesurer aussi bien qu'avant ce qui se passe à l'extérieur du site, vous allez vous concentrer sur ce qui se passe sur votre site et mettre les deux en relation. Voilà l'enjeu et l'approche. Et peut-être, Stéphane, tu veux commenter la dernière partie qui est à l'écran, Oui, qui rejoint un petit peu ce que vous avez. Voilà, vas-y. Oui, c'est l'exécution en fait de ce principe-là, où en fait, donc là on est sur une chaîne de conversion simple à 3 étapes, hein, un premier clic SEO, un clic intermédiaire qui est venu de Meta et une conversion Google Ads. Voilà, une chaîne comme il y en a tant d'autres. Voilà, et donc on voit bien là, alors je sais pas si c'est suffisamment détaillé à l'écran, enfin si en tout cas la définition est suffisamment bonne, mais vous voyez que en fait le SEO, donc on a 4 pages vues, un certain nombre d'actions assez spécifiques, a pris 28% de la conversion. Le méta qui est intermédiaire où il y a eu une seule page vue bien qu'il y ait eu une action a pris 7%. Et la dernière, le dernier touchpoint, Google Ads, où là on est sur 38 pages vues, donc énormément
d'engagement lors de cette session et puis tout le cycle de conversion. Michael, j'ai l'impression qu'on a arrêté la diffusion. Non, je vois plus de... Hop, ah pardon. Voilà, qui est donc une visite très riche, a pris 67% de la conversion. Donc là, on voit bien l'exécution de ce modèle qui va en prendre en compte le comportement utilisateur comme clé pour déterminer quelle a été l'influence de chaque touchpoint. Et donc le modèle en fait va s'adapter à la spécificité de chaque utilisateur, à la spécificité de chaque session suivant un touchpoint, et va donc être très représentatif en fait de l'influence réelle de chacune de ces visites. Voilà. Exactement, exactement. Et pourquoi un modèle d'attribution finalement? Pourquoi encore ce mot-clé d'attribution? Le marché a joué avec l'attribution depuis 2008-2009 jusqu'à maintenant. Et toute cette période d'investissement sur l'attribution et la compréhension de la mécanique des campagnes, alors autant la compréhension a été acquise, je pense qu'on a tous une vue plus fine de la complexité et la réalité du monde des campagnes, mais une des conclusions de tous ceux qui ont joué avec des modèles d'attribution pendant ces 10 dernières années, c'était so what? Parce que finalement, je comprends, je vois, je lis des chaînes, je lis des customer journeys, je lis des interactions, il y a des campagnes au début, des campagnes au milieu, des campagnes à la fin. Chacune peut avoir un rôle, etc. Mais à la fin, au moment de la prise de décision, beaucoup se sentaient quand même relativement seuls sur la capacité, avec ces données, à aller optimiser leurs investissements publicitaires. Et donc, on a bien besoin d'un modèle d'attribution parce qu'il faut bien à un moment réconcilier la mesure de la performance. C'est-à-dire que si vous n'appliquez pas un modèle d'attribution, vous avez la situation classique que vous avez connue historiquement, qui est que quand vous regardez votre back-office, je prends l'exemple d'un site e-commerce, vous prenez votre back-office e-commerce, vous avez 100 conversions sur la journée, et quand vous regardez les déclaratifs, enfin 100 euros pardon, de chiffres générés sur la journée, et puis si vous regardez les chiffres que vous ont apporté les plateformes, vous avez 300 ou 400, parce qu'effectivement, chacune des plateformes s'attribue 100% de la conversion qu'elle a éventuellement touchée ou de sa présence dans un customer journey qui a mené à une conversion. Donc, cette difficulté-là, c'est ce différentiel cette différence de données doit être travaillée, et elle est travaillée au travers d'un modèle d'attribution qui va réaligner vos intérêts et l'ensemble des touchpoints. Alors, ce que propose AdLoop by Commander Zach, il y avait la minute corporate au tout début, il y a la minute un petit peu plus commerciale, entre guillemets, mais c'est sur la valeur que AdLoop apporte à ses utilisateurs. La proposition de valeur d'AdLoop, elle est relativement simple. C'est se dire, on est dans un univers complexe, il y a énormément de données, les modèles mathématiques nous entourent de partout, l'intelligence artificielle le remplacera éventuellement, mais en tout cas, pour l'instant, il y a quand même pas mal de sens et pas mal de valeur à aller chercher en remettant l'humain au centre de l'optimisation. Et ça, évidemment, ce n'est pas possible sans une plateforme qui est dédiée à l'optimisation média, parce que faire à la main tous les contrôles et toutes les opérations que vous connaissez, c'est quelque chose qui finalement vous laisse très très peu de temps pour décider et optimiser. Alors, la plateforme d'AdLoop, plusieurs enjeux, je démarre à droite. Le premier, c'est évidemment prendre le contrôle sur la collecte des données, donc rapatrier des données dans une interface qui va vous permettre de les travailler. C'est évidemment d'être capable d'avoir une vue cross-plateforme, puisque si vous raisonnez en silo, vous allez avoir chaque fois, sur chaque plateforme et dans chaque silo de données, une histoire merveilleuse qui vous est racontée, mais qui sera désalignée avec vos intérêts et vos enjeux. Il va falloir donc réconcilier ces données cross-plateforme. Et puis ensuite, on passe du côté de l'analyse, donc analyser les résultats et les performances. Donc ça, c'est cette contribution, c'est ce modèle d'attribution qu'on vient de voir et qui vise à vous donner une lecture alignée, entre guillemets, de cette performance. Évidemment, une des tâches sur lesquelles, malheureusement, beaucoup d'équipes passent encore du temps ou construisent des systèmes un peu custom, un peu ad hoc, qui leur prennent pas mal d'énergie, c'est la production des dashboards et du reporting, qui est une étape nécessaire. Certains se contentent d'un reporting plateforme, certains mixent des données plateforme et des données WebEthics, d'autres construisent des projets ad hoc avec du Looker, du BigQuery, etc. Finalement, tous ces sujets-là sont tellement, je dirais que c'est tellement opérationnel, tellement simple, tellement universel comme thématique, qu'on pense que avant de partir dans le custom, il y a toute une couche de valeur qu'on peut apporter au travers de reporting métier dédié à l'optimisation média. Et puis la dernière partie, c'est identifier les optimisations à faire. C'est-à-dire que être en face de données, même bien préparées, bien présentées, etc.,
c'est super, mais si le système était capable de vous dire, voilà les points où j'identifie une sous-performance, une non-performance, et voilà au contraire les campagnes sur lesquelles tu devrais mettre un petit peu plus de budget parce que tu seras plus performant et que tu augmenteras tes ventes, c'est l'ambition d'Adloop et c'est le positionnement d'Adloop. Voilà, donc ça c'est la proposition de valeur d'Adloop et c'est les thèmes que la plateforme d'Adloop dédiée à l'optimisation média couvre. Alors maintenant, je passe la main, allez, presque définitivement à Stéphane, qui va plonger dans Adloop avec vous pour être plus concret, aussi concret que possible. La session qu'on a maintenant se terminera par des questions-réponses. Donc, alors, en tant que présentateur, je n'ai que l'écran que je vous partage. Je n'ai pas de retour vidéo ni de vue sur le chat. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, avec ceux qui le pilotent chez nous, à partager vos questions et à noter vos questions pour la dernière partie avec Stéphane. Stéphane, je te passe la main sur le premier Oui, tout à fait. slide. Donc, en fait, l'idée, bon, on a sélectionné quelques use cases enfin, écrans qui proviennent d'Adloop. Et l'idée étant, je remonte un peu là dans la présentation qu'on a faite précédemment, de se dire bon bah aujourd'hui on a une situation où les stratégies automatisées ont quand même pris la main assez fortement sur la base des données plateformes et où donc quand on veut rentrer dans l'optimisation, la question principale d'un marketeur va être bah, comment je peux entre guillemets challenger ces données plateformes avec une vision différente et qui donc est apportée en l'occurrence par Adloop. Donc si tu peux cliquer, Michael, on va zoomer sur ce rapport. Donc bon, qui est un rapport on va dire très standard niveau canal, donc qui permet, enfin bon, pas d'optimisation en tant que telle, mais qui au moins permet des constats. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'en fait pour chaque canal, j'ai donc la vision plateforme, donc le ad spend là, avec le petit logo ad qui veut dire source ad centrique, donc qui provient des plateformes. Donc j'ai les dépenses, j'ai les clics, et après dans la colonne avec le petit logo là Adloop, j'ai landed click. Donc c'est les clics arrivés. Donc là, ça permet à ce niveau et de manière très simple sur un niveau trafic de se dire bah je vais comparer ce que la plateforme me dit du trafic qu'elle m'a envoyé et sur ce que en fait j'ai reçu effectivement dans mon site. Alors on voit que sur la ligne Google, sur ce trafic, c'est assez similaire, hein, 16 800, 15 200, voilà, on a le taux de perte, on va dire standard de Google. Et si je regarde sur la ligne Meta, bah, Meta, avec sa définition du clic qu'on a expliqué tout à l'heure, qui était très inclusive puisque ça comptait aussi les likes, les shares, les commentaires et autres, mais on voit que la réalité du trafic envoyé par Meta et arrivé sur le site est quand même très sensiblement inférieur, hein, puisqu'on voit 9200 clics selon Meta et 1100 clics effectivement arrivés sur le site. Alors si on raisonnait au CPC et à l'acquisition de trafic pour Meta, bon bah là on serait sur deux visions totalement différentes entre ce que peut dire la plateforme et la réalité des campagnes. Voilà, on a la même chose de l'autre côté entre le revenu, enfin sur les colonnes suivantes pardon, entre le revenu plateforme et le revenu attribué. Hein. On a ce phénomène d'absence de déduplication et de silotage qui a lieu sur les plateformes, et puis on va dire de conversion très inclusive. Et du coup, c'est vrai que quand, bah là, dans l'exemple, Google Ads dit j'ai fait 130 000 euros de chiffre d'affaires, le phénomène de revenus attribués avec ce partage du revenu d'une commande entre les différents touchpoints, bah, fait que je vois qu'un tiers de ce revenu dans la réalité de l'attribution. Donc voilà, donc ça permet de faire cette balance. Et alors là où je voulais, et ça fera une transition avec la slide suivante, c'est pour Meta. Meta, on voyait que j'avais que 22 euros de revenus attribués, alors que j'avais 39 000 euros de revenus plateforme. Donc là, on est dans le phénomène que vous avez certainement tous constaté, que ce soit dans un outil d'analytics type GA ou Piano, ou alors dans un outil d'attribution, où en réalité, du fait de notamment de ce qu'on appelle le in-app browsing, c'est-à-dire que le fait que quand je regarde quand je clique dans Meta, j'arrive dans le navigateur qui est
enfin par exemple dans Instagram, dans le navigateur qui est intégré à l'application Instagram, et c'est pas forcément là où je vais acheter. Donc c'est très difficile de récupérer en post-clic les conversions effectuées via Meta, puisque je vais en général changer de navigateur. Et donc c'est pour ça, si tu peux zoomer en cliquant, Michael, c'est pour ça qu'en fait on a développé dans AdLoop un système qu'on appelle de modèle d'attribution qu'on appelle anti-walled garden, qui va donc corriger en fait les données attribuées en prenant en compte la perte de tracking de l'effet post-view et de l'effet in-app browsing. Et donc là, en fait, ça va donner encore une fois des comparaisons assez claires. Là, vous avez dans la première colonne le revenu global tel que reporté par Meta pour différentes campagnes de cet annonceur exemple. Les deux colonnes suivantes, vous avez la partie post-click et la partie post-view de Meta. Donc on voit en l'occurrence que la partie post-view est prépondérante. C'est-à-dire que quand vous voyez 20 000 euros de chiffre d'affaires dans Meta, donc ce qui est probablement un revenu tout à fait confortable, ben on voit en fait en réalité 15 000 euros ont été générés selon l'attribution post-view de Meta et 5 000 euros selon l'attribution post-click. Donc là, on est vraiment, enfin, dans une donnée, bon, qui provient de la plateforme, hein, donc qui est disponible dans la plateforme, mais déjà qui permet d'apporter un certain nombre de questionnements aux marketeurs. Et la dernière colonne, c'est ce qui s'appelle Real Social Revenue, donc c'est l'exécution de notre modèle d'attribution anti-walled garden, donc qui va prendre non seulement l'attribution post-click, on va dire standard calculé par AdLoop, et qui va rajouter une partie qui est probabiliste en fait, de manière à corriger la perte de tracking du post-view et du post-click. Et donc on voit qu'on est en fait avec des montants qui sont bien plus importants que les 22 euros seulement qu'on avait récupéré et qu'on voyait à l'écran précédent, mais on est probablement sur quelque chose qui est beaucoup plus proche d'une réalité et de la réalité de l'efficacité des campagnes Meta que ce que veut bien donner Meta, qui, on le voit, est très très dépendant du post-view. Voilà. Donc ces visions, que ce soit au niveau canal ou alors en creusant les niveaux de granularité, c'est vraiment la clé d'entrée de l'optimisation, puisqu'on va pouvoir être en capacité de challenger les résultats des plateformes elles-mêmes. Alors si tu veux bien passer à la slide suivante, Michael. Et donc maintenant, on va encore passer, donc il y aura deux exemples, un sur Google et un sur Meta, avec deux niveaux de funnel différents. Donc l'optimisation, enfin, je veux dire, en réalité, ça se fait pas au niveau canal, parce que un canal, bon si on remet ou si on enlève du budget sur un canal, la problématique qui va se poser immédiatement, c'est où est-ce qu'on l'enlève, où est-ce qu'on renforce les campagnes. Donc c'est pour ça que chez AdLoop, on a travaillé sur un tracking vraiment granulaire et sur avoir en fait l'intégralité des niveaux de granularité de la plateforme. Donc là, on voit que qu'on est avec les campagnes, les ad groups et les keywords provenant de Google. Et puis, en termes de colonnes de chiffres, on a repris cette idée générale de qu'est-ce que dit la plateforme et qu'est-ce que dit AdLoop via ces systèmes d'attribution éventuellement corrigés anti-walled garden. Et si tu cliques encore, Michael, on a fait un zoom là sur et encore une fois, sur une pub en particulier. Enfin, c'est vraiment à titre d'exemple. Si tu veux bien cliquer encore une fois, il doit y avoir un petit écran. Voilà. Donc, sur cette pub-là, en fait, je vois que c'est une pub qui a coûté 104 euros. Bon, c'est un mot-clé qui a coûté 104 euros. On peut dire que c'est pas grand-chose, mais en fait, en réalité, les dépenses sur un canal, c'est la somme de tout un tas de petites dépenses. Et on voit que selon Google, le revenu pour ce mot-clé-là, c'était 425 euros. Donc j'ai un ROS tout à fait confortable de un peu plus de 4 euros pour 1 euro investi. Donc là, évidemment, en vision Google, en tant que marketeur, je suis extrêmement content. Sauf que avec ce phénomène de répartition et de calcul de la contribution que AdLoop a engagé, je vois que le revenu attribué ici est de 72 euros. Pour ce mot-clé-là. Et donc, 72 euros de revenus attribués pour 104 euros de dépenses,
pour 1 € investi, je ne rentre pas dans mes frais. J'ai 69 centimes de ROAS. Voilà. Et donc, à partir du moment où on arrive à matcher toutes les données et avoir toutes les informations de revenus plateforme, de revenus attribués, de ROAS plateforme, ROAS attribués au niveau granulaire, et ben je peux commencer à me faire des sélections de qu'est-ce qui en vision Hadoop est très faiblement performant, même si Google semble dire que c'est performant, qu'est-ce qui, selon Hadoop, au contraire, est très performant, et je peux commencer à être en capacité de me dire je vais retirer un petit peu de budget là, et je vais les réinvestir là où c'est plus performant, et donc je rentre dans ce qu'on appelle l'optimisation média. Voilà. Donc là, avec ce type de rapport et ce type de plateforme, on est en capacité de donner la main aux marketeurs pour eux-mêmes se rendre compte de quelles sont les parties non performantes et quelles sont les parties performantes. Et on a un autre case un peu dans la même idée sur Meta. Donc, si tu veux bien Alors passer. attends, je prends Oui, juste une seconde là-dessus. vas-y. Le message n'est évidemment pas de dire que les publicités ne fonctionnent pas. Si vous prenez la ligne qui est juste au-dessus du bandeau rosé, si vous voyez ma souris, je vous le montre, celle-là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je bouge, mais enfin, Si. voilà. Là, vous verrez qu'on est sur un ROS côté campagne de 5,95, ce qui est encore mieux que l'exemple que prenait Stéphane. Mais qu'en revanche, en attribué, on reste à 3,36 de ROS, donc quelque chose qui est très valable, versus les 0,69 dont on parlait à l'instant. Donc, l'idée, c'est juste de dire, selon la lunette que vous mettez pour regarder vos données, vous risquez de favoriser des campagnes qui ne sont pas bonnes versus maltraiter, entre guillemets, des campagnes qui sont très performantes, alors qu'avec un ROS attribué, vous allez vous concentrer sur les bonnes campagnes, donc éliminer les mauvaises, identifier les bonnes au sens de la valeur que ça crée pour vous et pas au sens de la valeur plateforme. Voilà, juste pour, je ne sais pas si c'était utile, mais c'est pour expliquer qu'il y a des campagnes qui marchent très bien aussi. Je passe sur l'écran suivant. Voilà, et tu peux, c'est le même type de rapport, donc avec de la granularité dans Meta. Donc on voit qu'on est au niveau la campagne et ad group. On pourrait même avoir le niveau créa si on le souhaitait. Et si tu peux cliquer 2 fois, Michael. Voilà, et donc là, en fait, c'était pour montrer ce phénomène. Donc là, on est sur un niveau de funnel considération. Donc c'est-à-dire, on ne prend pas en compte les conversions là, mais on prend en compte juste le trafic. Et donc, c'était pour introduire un peu les différentiels de vision que peuvent donner la plateforme d'un côté et un outil comme Hadoop qui va observer la valeur réelle des campagnes. Donc là, on est sur une pub donnée, 170 € de dépenses sur cette pub. Voilà. Et Meta dit 305 clics. Voilà. Sauf que ces 305 clics incluent, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, les likes, les shares et ainsi de suite, les interactions plateforme. Donc il y a un autre indicateur dans Meta qui s'appelle les outbound clics ou clics sortants, qui sont la partie vraiment qui est partie de Meta et qui a été censément envoyé vers votre site. Donc là, on voit qu'on est à 154 sur cette partie outbound click, ce qui est en fait notre définition à tous, je pense, du clic, c'est-à-dire un truc qui sort de la plateforme publicitaire et qui arrive chez soi. Voilà, donc et en termes de CPC, du coup, comme on a la moitié, on a aussi doublé le CPC. Donc on peut être dans une situation, on se dit j'étais très content d'acheter du trafic à 58 centimes le clic. Est-ce que je suis aussi content à 1,15 €? C'est une question à poser. Et donc après, donc on passe on-site calculé par Hadoop, les landed clics, donc les clics effectivement arrivés. Et là, on est à 117, donc on a encore un taux de perte, qui est relativement faible, mais qui est là. Et donc là, on achète effectivement son trafic, puisque ce qu'on veut quand même, c'est que les utilisateurs arrivent chez nous. On veut pas qu'ils sortent de la plateforme, mais on veut aussi qu'ils arrivent. Et donc là, on a un trafic à 1,52. Donc on est quand même à 3 fois le CPC qui était mesuré et reporté par Meta. Donc encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas à nous de répondre, mais au moins on est mieux en le sachant.
Et donc après, le dernier KPI qui s'appelle Useful Click, en fait, c'est le symbole chez Adloop de ce qu'on appelle la visite engagée. Alors bon, c'est une définition que chaque annonceur paramètre dans Adloop. Donc ça peut être, je sais pas, une visite avec 3 pages vues, dont une fiche produit hein, pour les e-commerçants. Donc c'est vraiment une définition custom pour chaque annonceur. Et là, dans le cas de cet exemple et de ce site, on voit que le nombre de visites engagées générées par cette pub méta est à 25. Donc c'est-à-dire que on est parti et 25 et du coup avec un coût par visite engagée de 7 euros. Donc on est parti d'une lecture plateforme où on se disait bon bah je paye beaucoup de trafic, pas cher, je suis très content, à une lecture donnée par un outil tiers de confiance comme Adloop qui dit bah en fait cette pub là vous a rapporté 25 visites engagées à un prix de 7 euros par visite engagée. Voilà. Et donc rien que d'avoir ce constat et d'avoir cette information à un niveau granulaire permet déjà de se dire bon bah en fait j'ai en dessous une autre pub qui m'apporte des visites engagées à 1,50 € et donc j'ai peut-être intérêt à mettre mes 178 euros de dépenses sur cette pub qui me rapporte du trafic engagé moins cher que rester sur celle-là. Voilà. Donc l'information granulaire permet des actions. Et je terminerai par en fait, on va dire l'automatisation et le fait de faire tout ça de manière industrielle, parce que évidemment parcourir des rapports où vous avez 150 lignes, c'est très intéressant, mais compte tenu des contraintes de temps des uns et des autres, bah au bout d'un moment ça devient absolument rébarbatif, voire rédhibitoire. Et donc on a poussé en fait la prise en compte de cette mécanique assez loin avec un système d'automatisation qu'on appelle les smart recommendations et qui en fait vont à partir de paramètres qui ont été définis au préalable, et ben faire toutes ces analyses pour le compte des marketeurs et sortir des fichiers qui vont permettre directement de savoir qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon, et éventuellement de les envoyer vers les plateformes. Donc là, si tu peux faire 2 clics, Michael, pour zoomer. Voilà. Donc là, je suis sur un exemple, alors pour le coup, est du Google Shopping, mais peu importe. Où bon voilà, c'est un compte qui dépense beaucoup avec énormément de produits. Hein. J'ai environ 10 000 produits, product ads dans ce système. Et donc l'algo d'Adloop, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben donc clic suivant, s'il te plaît. Voilà. Il a mesuré que sur la totalité, il y avait 25% qui étaient investis, donc 46 000 euros, qui étaient investis dans 1780, si je lis bien, product ads, qui rapportaient 3 000 euros. Donc ça veut dire que la stratégie automatisée de Google a fait que j'ai investi 46 000 euros pour un chiffre d'affaires de 3 000 euros. Ce qui est évidemment pas très satisfaisant pour un annonceur. Voilà, donc j'ai une sélection de 1780 produits non profitables sur lesquels je pourrais éventuellement faire quelque chose et notamment essayer d'économiser de l'argent puisqu'il n'y a pas de sens de dépenser autant d'argent sur ces produits puisque ça ne rapporte rien. Et à côté de ça, si tu recliques, Michael, s'il te plaît, j'ai la contrepartie, c'est-à-dire les produits, les product ads très efficaces, et donc ça représente 247 product ads, 12% de mes investissements, et là je vois que je gagne énormément d'argent avec, et qu'en plus je paye le trafic moins cher puisqu'on voit 0,24 de CPC contre 0,75. Voilà, donc ça montre bien que dans un canal optimisé via les stratégies automatiques des plateformes, eh ben en menant une analyse rapide via Adloop, j'arrive bien à identifier une partie non performante et une partie performante et donc je peux opérer assez facilement ces réallocations. Et pour l'opérer facilement, si Michael, tu peux cliquer 2 fois et ce sera la dernière slide. Voilà. Donc, et encore une fois, s'il te plaît, et encore une fois, voilà, c'est en fait avoir cette sélection de product ads, donc les 1780 ou les 234, qui évidemment sont pas des choses qu'on va aller faire à la main
parce que c'est très fastidieux, mais je peux les prendre sous forme de fichiers, alors que ce soit CSV ou d'autres formes, pour les envoyer directement à mon business manager, à mon application intermédiaire, voire à la plateforme directement. Donc en fait, à partir du moment où, l'intérêt, donc si je retrace un peu ce qu'on a dit, j'ai la capacité de challenger la plateforme, j'ai la capacité de les challenger sur toute la granularité des campagnes, et j'ai la capacité très facilement d'identifier ce qui est non performant et ce qui est performant, et de prendre les sélections en question pour les assez facilement les envoyer vers mes outils de gestion des campagnes. Voilà. Donc je pense que là on peut s'arrêter là. On arrive à la fin du temps et on a pris un peu trop de temps comme d'habitude. Voilà. Mais je pense qu'on a encore le temps, nous en tout cas, on a encore le temps pour traiter quelques questions si vous le souhaitez. Exactement. Et le message que partage Stéphane est le bon. On peut optimiser et optimiser, c'est pas compliqué. C'est pas nécessairement compliqué. C'est quelque chose qui repose d'abord sur un bon sens business, entre guillemets. Et c'est ce qu'exploite la plateforme d'Adloop. Donc je vais prendre peut-être quelques questions, Michael, et puis on Vas-y, peut y vas-y. Moi, je les répondre vois tous pas, hein, les donc deux. Hein. vas-y. Je vais te les lire du coup. Donc une question de Arnaud. Comment est prise en compte par l'outil la baisse tendancielle du consentement au tracking? Vos données sont-elles redressées? Est-ce que tu veux y répondre, Michael? Oui, oui, oui. On redresse les données. Vous avez la possibilité d'importer vos taux de consentement global ou par canal, et évidemment par mois dans l'année, et d'appliquer un redressement automatique sur les données dont vous disposez dans Hadoop, celle qu'on vous a présentée. Voilà, bon, c'est en effet quelque chose qui est absolument important puisque on sait maintenant qu'il peut y avoir des sites où le taux de consentement est, je sais pas, autour de 50%, voire inférieur, et donc dans ce cas-là, c'est quand même assez essentiel de faire ce redressement, en effet. Comment Adloop, donc une question de Fenitra, comment Adloop, pardon, collecte les données des plateformes? Est-on sur une collecte via des trackers ou via une autre méthodologie comme la récupération des données via API, etc. Si on est sur des trackers impression clic, comment se positionne Adloop sur un avenir sans cookie tiers? Donc là, il y a trois questions. La première, comment Adloop collecte les données des plateformes? Est-ce que c'est une récupération via tracker ou via API, Michael? Uniquement via API. Uniquement via API. Toutes les données des plateformes sont importées, ingérées, entre guillemets, dans la plateforme Hadoop par API. Et si on est sur des trackers impression plus clic, comment se positionne Adloop sur un avenir sans cookie tiers? Alors bon, là on est dans des API, donc la question en fait n'est pas dans le sujet, mais peut-être dire un mot sur l'absence de cookie tiers et sur comment on se positionne chez Adloop en termes de qualité de données et de tracking. Oui, alors bon, l'environnement est complètement en train de changer, vous le savez. Il y a tout un enjeu sur la mise en place d'un dispositif de tracking qu'on appelle first party. C'est-à-dire qu'à l'extérieur de votre site, ça sera compliqué de mieux mesurer dans le futur que ce que vous mesuriez auparavant. En revanche, sur votre site, indépendamment du comportement des navigateurs et des adblockers, etc., vous avez la possibilité de passer sur un tracking en first party, sur lequel Commander Zack accompagne ses clients, et qui vous permet d'avoir un dispositif particulièrement efficace, voilà, pour tout ce qui est mesure de la navigation sur vos propriétés digitales. On pourra rentrer plus dans le détail, bien sûr, si vous avez des questions, mais ça fait un premier niveau de réponse, je dirais, rapide. Voilà, très bien. Merci, Michael. Écoutez, alors j'ai une autre question. Combien de temps combien de temps de setup pour bénéficier des recommandations d'Adloop? Est-ce que tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Oui, tu peux répondre, oui, bien sûr, vas-y. Bon, temps de setup, donc la connexion des API, c'est le temps de cliquer sur un petit icône dans la plateforme, de rentrer éventuellement ses credentials, donc login, mot de passe, et puis de sélectionner ce qu'on veut importer, ce qui est en général précoché par défaut. Voilà, donc je veux dire temps de connexion extrêmement rapide. Pour mettre en place l'attribution, là, bon, c'est un paramétrage très simple, mais il y a la pose d'un tag, d'un script dans le tag manager
Donc là, ça dépend un peu de la politique de pose des tags qui est interne à l'annonceur, mais En tout ça cas, peut être très rapide. il est pré-templété pour GTM et il est pré-templété pour Commanders Act. Donc, de façon à ce que voilà, vous soyez en mesure de déployer sans expertise technique. Voilà. Mais donc le temps de déploiement, enfin en gros pour connecter une plateforme en API, c'était on va dire allez 2 à 5 minutes, et pour connecter, pour mettre en place le tag de l'attribution, c'est on va dire une petite heure. Alors modulo les éventuels tests qu'il y a à faire. Voilà, donc en fait Hadoop en réalité récupère les datas des plateformes en quelques minutes, et on a en général en une demi-heure un an de données qui est arrivé sur plusieurs plateformes. Et puis l'attribution, bon bah, se déclenche à partir du moment où on a mis le script, mais encore une fois, c'est extrêmement rapide. Par rapport à la réponse à la question de Fenitra, connexion aux deux accounts API pour le ad-centric, mais tag tracker sur nos sites pour le web-centric, c'est bien ça? Oui, C'est bien exactement. ça. On a les deux modes de Exactement. collecte. En effet. Question de Paul. Et l'innovation ou l'originalité d'Adloop, c'est d'être capable de relier ces deux mondes-là. C'est ça qui est important. C'est pas deux mondes cloisonnés en silo, il y a un lien entre les deux. Donc les données API sont importées et on les reconnecte avec le comportement de navigation sur le site. Et c'est là qu'est le cœur de valeur. Oui, tout à fait. Et j'ajouterais que un truc enfin quelque chose qui nous est paru extrêmement important dans la construction d'Adloop, c'est de se baser sur les nomenclatures qui proviennent des plateformes. Parce que une chose qu'on a tous vécu, je pense, quand on regardait les données analytics, donc bon, je prends Google Analytics qui est le plus répandu avec les UTM, bah, c'est que un UTM qui a été paramétré de temps en temps n'a pas du tout le même nom que la campagne en question dans la plateforme. Et du coup, de temps en temps, on passe du temps à se dire ah, mais qu'est-ce que c'est ça, ou alors c'est pas exactement la même dimension. Voilà. Et donc dans Hadoop, ce qu'on a fait, c'est qu'on récupère la nomenclature des plateformes et on fait le matching par rapport à cette nomenclature. C'est-à-dire chaque mot-clé Google, chaque créa Meta sera identifié par son nom tel que dans Google, tel que dans Meta, avec les données attribuées en face. Et une question encore de Pauline. Proposez-vous un accompagnement business avec l'offre Hadoop? Alors, Michael? on travaille aussi bien avec des clients en direct qu'avec des agences qui travaillent pour des clients ou en triptyque, entre guillemets, hein, l'agence, le client et nous, des agences data, des agences médias. En tout cas, il y a une méthodologie Hadoop qui est un peu celle qu'on a essayé de vous retracer, mais vraiment très rapidement aujourd'hui. Mais il y a une méthodologie Hadoop qu'on peut transférer à toute personne qui recherche de l'expertise sur ce sujet. Voilà, et on a en effet une équipe de Customer Success Manager, selon le terme consacré des applis SaaS, qui est à disposition des clients et qui interviennent pour faire des formations, donner des conseils business, expliquer la méthodologie d'optimisation et s'assurer que la plateforme est bien utilisée. Voilà, donc nous sommes arrivés au bout des questions et très largement au bout de l'heure qu'on avait. Alors attends, une dernière question de Clément. Hadoop peut-il venir remplacer un outil comme Tracat que nous utilisons aujourd'hui pour écouter les coûts et calculer notre ROI? Quelles sont les possibilités d'export des données? Donc oui, tout à fait. Hadoop peut remplacer et devenir, on va dire, une. Alors nous, on aime bien cette expression de single source of truth, puisqu'on a vocation à rassembler toutes les visions du marketing en un seul endroit. Donc oui, on peut tout à fait remplacer n'importe quel outil existant. Et en effet, il y a dans Hadoop aussi, bon, on n'a pas pu le détailler là, mais ce qu'on appelle un centre d'export, donc qui sont un certain nombre. Autant on a des connecteurs d'import de données depuis les plateformes, mais on a également des connecteurs d'export des données depuis Hadoop vers des data lakes, vers des outils de dashboarding, vers des feuilles Excel. Enfin voilà, on peut exporter les données vers n'importe quelle source dont vous auriez besoin. Voilà. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a partagé deux liens, qui sont aussi disponibles sur notre site. Hadoop est une appli SaaS, donc où vous pouvez créer un compte vous-même pour faire ce qu'on appelle un free trial, selon l'expression consacrée. Donc vous avez 14 jours offerts pour tester la solution. Voilà. Et vous avez également un formulaire de prise de contact, donc tout à fait classique, où on sera ravi de répondre à vos questions et éventuellement de vous guider dans un éventuel test de la solution.
Voilà, je Et pense qu'on n'hésitez peut pas si s'arrêter vous là. avez Je vais des te questions laisser, complémentaires. voilà, je vais te laisser le mot de la fin, Michael, peut-être. Oui, non, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Vos feedbacks sont les bienvenus sur ce qu'on a essayé de vous partager ce matin. C'est un morceau de notre vision, en essayant de respecter les contraintes de temps. J'espère que ça a été utile, intéressant, et qu'on aura l'occasion de se croiser pour continuer à débattre de ces sujets-là qui sont passionnants. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous.